Bonsoir à tous, bel bonsoir la famille Canal 10, nous sommes mardi soir et c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue sur Canal 10, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Et oui, nous sommes entre nous, l'émission tant attendue. C'est un plaisir de vous retrouver, vraiment, pour une nouvelle thématique qui, j'en suis sûre, vous plaira. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont connectées, qui restent fidèles au rendez-vous. On reçoit de plus en plus de commentaires et ça fait nous plaisir tout bonnement. Ce soir, nous allons parler d'immobilier, nous allons parler d'investissement, d'opportunités en Guadeloupe avec des intervenants et des experts toujours de qualité. Nous avons également ce soir à nos côtés, fidèle au rendez-vous, notre chroniqueuse La Blablateuse. Belle bonsoir La Blablateuse, comment vas-tu? Je vais très bien ce soir. Mais bon, après, il y a quand même une actualité chaude aujourd'hui. Donc, la team va envoyer toutes les forces à Hubert, oui, qui abaille aussi à Jessica et sa famille, parce qu'il y a eu une décision qui a été prise par rapport à Noël au four. Hein. Et c'est compliqué, mais Jessica, on t'embrasse. Et puis, quand tu veux, tu viens nous voir. toujours fidèle au rendez-vous. Tu seras avec nous si tu as des messages à faire passer, etc. La porte est ouverte comme d'habitude. Hein. Ce sera l'occasion, pourquoi pas, le mardi prochain, si on est en parole libre. Tout à fait. On est en parole libre. On rappelle encore, parole libre, c'est l'occasion de parler de sujets divers et variés. C'est vous qui faites l'émission. Vous pouvez même venir également sur le plateau. Alors, n'hésitez surtout pas. En tout cas, ce soir, on parle de l'immobilier, qui est un pilier fondamental de notre économie locale, qui offre à la fois des opportunités, mais aussi des défis que nous allons exploiter ce soir avec nos invités. On le disait, Monsieur Régis Travailleur, qui est avec nous, qui est conseiller financier, c'est bien cela, qui était déjà présent avec nous il y a de cela 2 semaines, il me semble, oui, sur le foncier agricole. En tout cas, c'est toujours un plaisir de t'accueillir avec nous. Merci d'être là. Avec plaisir. Nous accueillons également ce soir les Twins de l'immobilier. J'ai nommé Jérôme Renette et son frère Arnaud Renette, qui sont également conseillers immobiliers, conseillers en investissement, on peut dire ça aussi. C'est bien ça, tout à fait. Voilà. Bonsoir à tous. Et voilà, qui se font un plaisir d'être avec nous sur le plateau. Merci d'être là. Avec plaisir. Merci. On l'a dit, hein, cette émission, on peut dire qu'elle va concerner les investisseurs chevronnés, mais aussi les novices. Les novices qui s'intéressent à l'immobilier et à l'investissement. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous aussi, vous êtes intéressé par l'immobilier, par l'investissement. Si vous avez des questions, nous avons pas hésitez, criez-nous au 0590 96 10 10. Ce soir également, nous allons partir du côté du Facebook parce que la semaine dernière, on nous a reproché un petit peu de vous laisser à côté. Et bien, ce soir, nous sommes partis du côté Facebook là aussi. Alors, n'hésitez surtout pas. Zoja Connaître, Prantibon là, Cisé, ce soir, nous sommes entre nous. Ipati. Messieurs, dames, on l'a dit ce soir, c'est une émission qui va concerner les investisseurs chevronnés, mais pas que. Les novices aussi, ceux qui sont curieux, les jeunes, les moins jeunes, en tout cas qui s'intéressent à l'investissement. Et c'est votre cas. Vous êtes depuis quelques années, vous êtes des passionnés aussi, mais des professionnels, des experts de l'immobilier, de l'investissement. Qui mène les autres en filière là, ça? Qui j'en sont débutés? On vous voit jeune sur le plateau, on a envie de savoir déjà le parcours. On te donne la parole, Jérôme. Nous, en fait, on a commencé il y a déjà une dizaine d'années de cela. Donc, on est avant tout investisseur avant d'être conseiller immobilier. Donc, c'est avant tout notre père qui nous a mis dans le bain, parce que lui-même était déjà dans l'immobilier depuis des années, de par son métier. Mais même à côté, il avait déjà cette passion pour l'immobilier, acheter, rénover, retaper, etc. Donc, de fil en aiguille, il nous a mis dans le bain. J'avoue que moi, au début, j'étais pas trop chaud, parce que je connaissais pas du tout. Je savais même pas si ça allait passer au niveau du crédit, au niveau de la banque. Voilà, j'étais super frileux. Et finalement, une fois qu'on a fait le projet, après, on en fait 2, on en fait 3, et après, on prend goût, et ainsi de suite, quoi. Arnaud, c'est un peu le cas pour toi également? Oui, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que moi j'habitais au Canada j'ai fait des études au Canada et j'ai ouvert une société au Canada il y a quelques années. À l'époque, je lisais beaucoup en fait de livres sur le développement personnel, mais également sur l'immobilier. Et avec ces premières notions, je me suis lancé en Guadeloupe il y a une dizaine d'années en tant qu'investisseur et j'ai fait une première acquisition. Effectivement, comme mon frère le disait, notre père nous a mis un peu le pied à l'étrier puisqu'il nous a un peu conseillé sur quoi acheter, comment acheter.
quel type de travaux faire et comment surtout optimiser un bien pour forcément optimiser la rentabilité. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes des experts dans le domaine? On peut dire ça, oui. Je pense qu'on a quand même assez de recul, un certain bagage aussi, à la fois conseil immobilier en tant qu'investisseur aussi. Donc on a la double casquette, on a aussi la partie rénovation, donc on peut dire qu'on peut accompagner de façon globale en fait, voilà, de A à Z en fait, un client potentiel en fait. On parle aussi d'accompagnement avec toi, Régis. C'est ça. Donc moi je suis conseiller en investissement depuis déjà 2 ans. Comment je suis tombé là-dedans, c'est après Covid, remise en question, qu'est-ce que je fais de ma vie. Je voulais déjà rentrer au pays, mais je ne savais pas dans quelle branche. Et vu que j'étais déjà un passionné d'investissement, je lisais pas mal de livres, etc. En fait, je me suis juste reconverti pour devenir conseiller en investissement et j'ai commencé à accompagner des personnes à se créer du patrimoine, IMO, ou variés, impôts, etc. Et je me suis posé 2 secondes, je me suis dit, mais en fait, si je faisais ça au pays, j'aurais peut-être une meilleure valeur ajoutée. Parce qu'on sait qu'aux Antilles, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément à portée de main. Tout à fait. Donc, plié bagage, je suis rentré, ça fait déjà 1 an, et du coup, j'accompagne mes compatriotes sur la Guadeloupe, mais pas que, Martinique, Guyane, Saint-Martin, à se créer du patrimoine, à avoir une autre vision. Et je les accompagne, comme tu disais, du début du projet jusqu'à la fin. Et tu disais même en amont aussi. Juste en amont, quelqu'un qui n'a pas forcément de projet peut aussi venir te consulter, avoir des conseils, des tips pour mieux gérer aussi ses finances. Pour mieux gérer ses finances et pour l'aider aussi à peut-être se créer du patrimoine. Parfois, les gens ont peur de sauter le pas, de par les réseaux ou ce qu'on peut trouver. Donc, mon rôle est de l'accompagner, de tenir la main, de lui dire on y va ensemble. Je te débroussaille un peu le chemin et on y va ensemble. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut être passionné ou est-ce que simplement avoir cette curiosité d'investir, de s'intéresser à l'immobilier pour en tout cas se lancer? Je pense que la première des choses, c'est déjà de se former. Nous-mêmes, on continue de se former. À ce jour, on participe à de nombreux séminaires, on achète des formations. Je dirais que la connaissance, ça reste la clé justement pour faire de bons investissements. Donc s'intéresser, être passionné, c'est bien, mais toujours se former, je pense que c'est primordial. Alors ça veut dire que, si on parle de formation, ça veut dire que tout le monde ne peut pas se lancer dans l'immobilier. Alors qu'il faut se lancer en étant bien accompagné, avec des personnes qui ont déjà investi plusieurs fois, qui ont une certaine expérience, qui ont fait leurs preuves, et en parallèle se former pour justement éviter de faire des erreurs. Oui, comme on fait, c'est accessible à tous. Mais il y a certains pièges à éviter, certains tips à connaître pour ne pas justement, l'idée c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs que nos anciens en fait, ou même nous. C'est-à-dire que quand on a acheté il y a 10 ans, on a commis certaines erreurs. L'idée c'est de transmettre un petit peu les tips et les astuces pour que les prochaines personnes ne fassent pas les mêmes choses. Donc comme on le disait, soit se former, soit passer par un professionnel ou passer par quelqu'un qui a déjà investi et qui connaît un petit peu les rouages de l'immobilier en fait. Parce on a l'impression, je ne sais pas pour toi la blabatteuse, mais sur les réseaux sociaux, partout maintenant, on parle de immobilier, devenir millionnaire grâce à l'immobilier, etc. Est-ce que c'est vendre du rêve ou est-ce qu'on peut réellement se créer une big richesse avec l'immobilier? La réalité, c'est que il y a un peu de vrai et un peu de faux. Ah ouais. Non, en fait, déjà, si on parle de la Guadeloupe, si on regarde tout secteur confondu en termes d'économie, l'immobilier, c'est l'un des secteurs qui est encore accessible à tout un chacun, un particulier. On ne peut pas forcément tous monter un commerce de chaussures ou d'être dans la grande distribution, mais c'est un secteur qui est encore ouvert, qui n'est pas cadenassé. Donc, chaque foyer en Guadeloupe a cette opportunité de faire un investissement. L'idée, c'est pas de devenir riche en immobilier, c'est pas forcément de devenir rentier, mais notre mission, mon frère et moi, c'est véritablement d'inciter un maximum de Guadeloupéens, notamment les jeunes, à au moins faire un investissement, à constituer un patrimoine, que ce soit pour mettre en location, donc c'est investissement, ou tout simplement être propriétaire de sa résidence principale. Voilà. Donc si on arrive à faire ça, ce sera déjà un grand pas. On constate qu'il y a beaucoup de personnes qui potentiellement pourraient être propriétaires, mais ne savent pas parce qu'ils sont mal informés ou ils pensent qu'il faut nécessairement avoir beaucoup d'argent pour se lancer. Alors, est-ce que ça reste propre aux spécificités de la Guadeloupe, lorsqu'on parlait justement d'avoir cette culture de peut-être l'entrepreneuriat, mais l'immobilier, l'investissement, est-ce que ça reste propre à la Guadeloupe ou est-ce que c'est une tendance générale? Alors, au niveau national, c'est vrai que depuis à peu près 5-6 ans, sur les réseaux sociaux, énormément de formations, de formateurs, c'est devenu une très tendance d'ailleurs, on le voit en personne en Guadeloupe,
où nous, sur la casquette de conseiller immobilier, plus de 50% de nos clients, ce sont des jeunes de moins de 35 ans. Comment ça s'explique ça? Voilà. Ben justement parce qu'ils suivent des formations et ils ont un engouement, un intérêt et véritablement voient que c'est accessible et c'est pas réservé à une certaine classe sociale. Donc on a une nouvelle génération qui est prête à sauter le pas. On voit cette différence de mentalité. C'est vrai que nous, on a de plus en plus de jeunes acquéreurs en fait, qui se lancent, qui passent le pas justement de soit acheter leur résidence principale ou soit justement d'acheter des biens en termes d'investissement locatif. Et comme mon frère disait, pour moi, l'immobilier, c'est vraiment une valeur sûre dans la mesure où c'est l'un des rares piliers. On peut partir de rien et limite bâtir un empire demain. Donc je ne dis pas que tout le monde est fait pour ça ou que tout le monde va devenir millionnaire avec l'immobilier. Mais contrairement à certains secteurs qui sont peut-être parfois verrouillés ou cadenassés, avec l'immobilier, en fait, même en ayant très peu, en ayant une situation stable, un peu de trésorerie, un peu d'épargne, bon, en fait, on peut accéder à la propriété et développer par la suite. En Guadeloupe? Tout à fait. J'ai l'impression que voilà, la Guadeloupe, ça peut être un marché restreint, limité, et non, pas du tout. Non, je pense qu'il y a du potentiel. Après, il faut juste regarder, faire une étude, de voir ce qui se fait déjà et ce sur quoi on pourrait partir pour être peut-être différencier un petit peu de, je dirais la concurrence, hein. C'est-à-dire les personnes qui ont déjà fait de l'immobilier, pour essayer d'avoir cette attractivité sur son projet en termes de location ou voilà. Est-ce que la Guadeloupe est un territoire attractif? Alors, oui, non, il y a beaucoup d'étrangers, hein, je veux dire, des personnes qui ne sont pas... C'est ça! Voilà, qui ne sont pas natifs de la Guadeloupe, qui viennent acheter. Donc, je pense que si c'était pas intéressant, ils auraient trouvé d'autres destinations. Ah oui, ça, c'est ça. Quand même, on passe dessus, mais il faut le dire clairement. Hein. Souvent, on ne voit pas notre richesse. Et c'est d'autres mondes qui ont venir de l'extérieur, qui ont investi, qui ont géré. Donc, il faut qu'on prenne aussi conscience de ça, qu'en Guadeloupe, on a nos potentialités et que c'est possible. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, Winvy, c'est-à-dire que souvent, on décrit les personnes qui viennent de l'étranger acheter en Guadeloupe. Bon, ça, c'est bien. On pourra toujours critiquer toute notre vie. Mais nous, notre mission... Alors déjà, nous, à titre personnel, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est encourager un maximum de Guadeloupéens à investir en Guadeloupe. Voilà. C'est-à-dire à les former, à leur donner un maximum de conseils, à les guider, les orienter, les mettre en relation avec des banques et leur expliquer comment ça se passe, parce que c'est véritablement possible et pas uniquement réservé aux personnes de l'extérieur. Et pour rebondir justement sur ce qu'Arnaud disait, c'est vrai que quand on regarde un petit peu le marché guadeloupéen, on a quand même un certain prix au mètre carré qui est très inférieur par rapport à ce qu'on peut trouver en métropole, d'où justement le côté attractif et le côté forte rentabilité qui plaît à beaucoup, qui arrive ici avec un peu de trésorerie et après se construisent des empires. Donc pour répondre à ta question précédente, je pense qu'ici il y a de quoi faire, il y a beaucoup d'opportunités et comme on dit, il n'y a pas de mauvais investissement en fait. Il n'y a pas un bon moment ou un mauvais moment pour investir, pardon. Il y a de bons et de mauvais investissements. On peut se dire, est-ce que là, c'est le moment d'acheter par rapport au fait que les taux soient élevés. Ouais. Mais pour moi, voilà, en fait, je suis de trouver un bon bien avec une bonne rentabilité, savoir s'il y a une zone, comment dirais-je, une forte demande locative avec des prix qui sont intéressants pour justement au moins rembourser la traite et même dégager de la trésorerie positive. Là, tu donnes beaucoup d'infos, là. Je vais reprendre un petit peu. Là, tu donnes beaucoup d'infos. Là, tu donnes déjà les éléments à prendre en considération. Voilà, pour trouver un bien rentable, en fait. D'accord. L'idée, c'est de dire que, voilà, en fait, avec les... Slow down pour ça. On essaie de capter tout ça. Oui. Et surtout, on l'a dit, c'est investisseurs chevronnés, mais on aura également des novices, des jeunes aussi qui s'intéressent et qui auront envie de mieux comprendre, en tout cas, ce domaine. Donc oui, donc je disais en fait qu'on peut très bien trouver des biens pas trop chers avec lesquels on peut dégager une certaine rentabilité et se constituer en fait une trésorerie positive chaque mois en fait. Quelles sont les opportunités en Guadeloupe? On parle de biens pas trop chers. Est-ce qu'il y a des zones précises? Alors, nous, on va un peu à contresens, à contre-courant, mon frère, en tant qu'investissement. Là où généralement les personnes ont peur d'aller ou sont frileux, ou peut-être par méconnaissance, 80% de nos acquisitions, c'est à Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, c'est l'une des villes où le prix au mètre carré est le plus intéressant. Pourquoi? Alors, pourquoi? Alors, en fait, tout simplement parce que beaucoup de personnes ne veulent plus aller à Pointe-à-Pitre et donc c'est délaissé. Pourtant, il y a véritablement beaucoup de locataires qui y habitent, beaucoup de résidents, des gens qui ont la capacité de louer, qui sont solvables. Et comme peu de personnes s'intéressent à ce marché, les prix sont forcément beaucoup plus bas. Alors, il y a un autre facteur au niveau de la taxe foncière qui reste très très élevé en Guadeloupe, donc c'est vrai que ça fait fuir un certain.
pour autant de très grands investisseurs, je ne donnerai pas de nom, mais en tout cas les grosses sociétés ici, on sait à qui elles appartiennent, investissent tranquillement et discrètement à Pointe-à-Pitre. On ne va pas investir seulement à Pointe-à-Pitre, mais principalement, comme mon frère le disait, ça peut être aussi Abîme, Petit-Bourg ou autre. Après, ça dépend du projet, du type d'exploitation, du type de location. Mais c'est un peu difficile de répondre à la question où acheter exactement, parce qu'en fait, ça dépend du projet et du type de location souhaité, en fait. Donc, une personne qui veut peut-être faire de la colocation ne va pas forcément acheter au même endroit que quelqu'un qui veut faire du saisonnier ou de la courte durée. Ça dépend vraiment des projets. Ça dépend des centres d'intérêt, du centre d'attractivité et de tout ce qui est autour de la zone en fait, et aussi le type de clientèle aussi. Donc, tout ça, parce qu'on parlait de Pointe-à-Pitre, mais je vois beaucoup je ne sais pas si c'est surtout Pointe-à-Pitre, mais beaucoup d'immeubles qui sont rénovés. On a l'impression qu'on achète peut-être pas très cher, peut-être, et puis on revoit vraiment, lorsqu'on rentre, c'est rénové, quoi. Ça donne un coup de fouet. Donc c'est l'idée un petit peu, lorsqu'on achète et qu'on rénove, de plus-value au bien. C'est exactement ça. Lorsqu'on va acheter, on va véritablement apporter une valeur au bien, c'est-à-dire faire du homestaging et... faire du homestaging. Homestaging, ok, Arnaud. Non, voilà. On remet à neuf, on remet au goût du jour. C'est ce qui va taper à l'œil et qui va faire... Voilà, en fait, l'idée justement, c'est que lorsqu'un locataire se retrouve dans l'appartement, qu'il n'ait pas l'impression justement d'être à Pointe-à-Pitre, mais de se dire qu'il est à Bas-du-Fort ou à Saint-François, ou peu importe, c'est le but. Voilà. Toujours pour un loyer très correct, voilà. Oui, l'idée c'est de donner en fait un certain cachet, de donner une plus-value, une valeur ajoutée, et de se dire voilà, même si on est à Pointe-à-Pitre, on est aux Abîmes, mais qu'on peut avoir des biens très corrects, très cosy, très modernes, avec des prix qui restent raisonnables. Tout à fait, tout à fait. Pointe-à-Pitre aussi pour toi, Régis? Bah ouais, j'avais déjà échangé avec pas mal de clients. Pour moi, Pointe-à-Pitre reste une mine d'or. T'as l'impression un peu Pointe-à-Pitre se développe à ce niveau. Ouais, et en fait, je pense qu'il y a une vraie il y a un truc en ce moment qui se passe à Pointe-à-Pitre avec cette rénovation qui est en cours, et d'autant plus qu'on peut trouver des immeubles qui sont pas très chers en fonction du budget. Malgré le couvre-feu, tout ça là, ça n'a pas... Non. Et je pense que effectivement, une fois qu'on donne un peu de cachet à son bien, c'est ça que je cherchais le terme cachet. Voilà. Et quand on regarde, on peut très bien trouver des petits appartements à moins de 100 000 euros, comme on peut trouver des immeubles. Donc après, voilà, comme disait Jérôme, c'est bien ça. Tout dépend du projet du client. J'aime bien aussi Basse-Terre, pour le coup. Merci quand même de pour moi, Basse-Terre aussi. Parce que franchement, oui, il y a de quoi faire. Ce que j'aime bien avec Basse-Terre, c'est que pendant que tout le monde est sur, du coup, Pointe-à-Pitre, Saint-François, toujours aller à contre-courant et avec les étudiants, etc. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec de la colocation. Un autre style d'investissement, mais tout aussi rentable. Voilà, je pense qu'il y a une vraie demande sur la Basse-Terre. Après, tout dépend, on n'est pas moi, je suis d'avis à dire pour Courbeck, ce qu'ils disent que pour moi, Pointe-à-Pitre et Basse-Terre se ressemblent un petit peu en termes de projets immobiliers. C'est-à-dire qu'on peut trouver pas mal d'opportunités avec des prix au mètre carré qui sont assez inférieurs à ce qui se fait dans les autres communes. Donc, justement, de par le côté attractif avec les étudiants, les jeunes actifs et tout, on peut trouver très rapidement des locataires une fois qu'on fait quelque chose de propre et avec un certain cachet. Quels sont les profils? On parlait tout à l'heure là des jeunes qui s'y intéressent, mais est-ce que des retraités aussi? Est-ce que les retraités peuvent y avoir des opportunités? On parlait tout à l'heure là de colocation, de logement pour étudiants. Est-ce que des retraités peuvent... oui. Quand tu es à la retraite? Mais oui, acheter un bien, le mettre en colocation. Alors, la problématique des retraités. C'est ça, bon. Il faut avoir son prêt. C'est-à-dire que les banques prêtent difficilement à des acquéreurs qui ont plus de 60 ans. Dès qu'on franchit la barre des 60 ans, ça devient compliqué. Il y a les assurances qui rentrent en jeu. Donc, les retraités qui achètent véritablement, ce sont ceux qui ont vendu leurs biens ou avaient du foncier et avec l'argent, ils ont pu investir. D'accord. Ou ceux qui créent une SCI familiale. Par exemple. Et parce qu'en fait, ça va parce que pouvoir aider mon père à investir comme ça un peu plus. Parce que justement, par exemple, moi j'ai décidé qu'on va créer une SCI familiale, qu'on va tous se mettre en commun pour pouvoir investir. Et lui seul ne va pas devoir, puisqu'il est senior, donc il va pas devoir le faire et avoir tous les freins qu'il y a quand on est senior, malgré ses revenus qui sont confortables. Hein. Mais là, on lui bloque. On bloque l'accès, c'est normal, puisque les banques sont très frileuses. Elles se disent que tu arrives à un âge où tu peux
On Tu va peux- pas, on va tu pas, peux déjà. on va pas dire, Mais bon, oui, mais ils oui. veulent pas trop. Ça, c'est se la donner, réalité. quoi. Ouais, c'est la Ouais, pour revenir à ce qu'elle disait, en fait, je pense que les banques, les courtiers ou autres, vont plus voir quelqu'un d'un certain âge comme un risque Mais oui. qu'en fait un avantage. La personne aura beau avoir des liquidités ou avoir beaucoup de patrimoine, ben, Mais- vu son âge, Très son problème de avancé, santé, décès ou autre, voilà. Donc ça va être plus un risque qu'autre chose en fait. Ok, donc finalement, il y a des profils qui sont mieux vus. Ben, Qui ont plus de. Mais, Ouais. mais soyons sérieux, c'est vrai que maintenant pour investir en immobilier, en plus vous l'avez dit tout à l'heure un peu, Jérôme t'a parlé de CDI tout à l'heure, etc. C'est ça. Parlons de ça, parce que là on est quand même dans un monde où la précarité de l'emploi explose avec nos mauvaises décisions. Bref, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais bon, on est dans ce monde-là où peu de CDI qui sont donnés, où beaucoup de personnes passent par la case boulot, entrepreneur, on essaie de se débrouiller comme on peut. Alors comment avec justement ce profil-là, on peut arriver à se dire, ben justement, on va acheter, puisque est-ce que les banques vont nous suivre, nous les entrepreneurs ou ceux qui ont plusieurs boulots ou ceux qui ont des contrats déterminés, des choses comme ça. Comment on fait dans ce cas-là? Les contrats précaires, hein, faut dire non, Ah c'est oui, ça vrai, même. c'est vrai que Ça, c'est- ça manque c'est de boisson précaire, tabou. Ouais. soyons Ah ben honnêtes. oui, oui. On est sur ça, Il ne là. faut pas voir la banque comme enfin, j'ai Comme presque le envie de dire. Non, il faut aussi se mettre à la place de la banque. On parlait tout à l'heure d'une personne âgée. Je ne sais pas si Queen Fee, toi je te dis, il y a un monsieur là, prête lui 100 000 euros, il a 95 ans. Tu te dis peut-être qu'il ne va pas pouvoir te rembourser. Mais la banque c'est pareil en fait, parce qu'elle calcule le risque. Et demain, si je suis au chômage, je vais demander à la banque 100 000 euros. Ils vont se demander comment je vais pouvoir les rembourser. Donc, c'est pas qu'ils soient méchants, il y a des règles. Il faut réussir à contrecarrer ces règles. Ah ben c'est ça, on a Il y a dit des- son méchant. il y a- La blagueuse a demandé justement. Moi, j'ai dit que de nos jours, il y a de moins en moins de gens Voilà, donc c'est une CDI. réalité. Il y en a de plus en plus Et qui, tu voilà, as donné c'est une vrai. solution. L'idée, c'est justement Acheter à plusieurs. de se mettre ensemble. Et c'est ce qui nous fait défaut en Guadeloupe. Ah, c'est qu'on a merci, quand du même. mal à s'associer entre collègues, entre frères et sœurs, entre cousins. Et ça se cousines. fait hein, dans d'autres pays, Ouais. sur d'autres marchés. J'ai même vu qu'il y a des pays qui parlent de tontine Bien sûr. immobilière. Bien sûr, mais en fait, nous ne sommes pas moins intelligents que d'autres. Hein. On est en mesure de reproduire les mêmes schémas. Maintenant, il faut réussir à se faire confiance. Et déjà, mon frère et moi, nous, on le fait. On l'a fait aussi en famille, on continue de le faire entre nous. Peut-être que seul, on aurait acheté juste peut-être un seul appartement. Peut-être à deux, on a chez toi. Donc, c'est une logique qu'il faut réussir à faire des compromis, à se mettre ensemble. Pas que pour aller au carnaval, quoi. C'est dès qu'on a, je pense. Tu as lancé ton truc. Il a fait typique là. Ah non, alors c'est son typique. Voilà, qu'on doit se réunir. Aussi, Il quand y a on une parle réflexion d'argent. commune. Non, mais il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de pensées limitantes sur Tout ça. à fait. hein. Moi, je Mm. les entends. Hein. Les gens disent, oh, moi, quand ils baillent l'argent, c'est compliqué, on ne se fait pas confiance, clairement pas. Je sais pas. On n'a pas cette culture de faire les choses ensemble. Même la En tout cas, tontine. niveau argent, investissement, on est très frileux. Hein. J'aimerais rebondir sur un point quand tu parles de pensée limitante. Je le rencontre aussi quand j'ai des clients qui veulent tout faire sans crédit. Je leur dis, mais ça c'est ouais. c'est c'est une vrai. belle erreur de faire ça aujourd'hui. On a cette pensée-là aussi. Dans le sens où on veut tout faire et ne rien donner à la banque. Voilà. Des fois, ne pas déclarer. Bon, On veut ça pas va. devoir. Ils veulent pas devoir à la banque. C'est Mais ça. parfois, comme il a dit, c'est pas facile aussi d'avoir un crédit. Donc forcément, c'est mon essayer chercher d'autres Oui, solutions. c'est vrai. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est un sacré levier qu'on a, le crédit, qu'on peut utiliser, Donc rembourser. tu incites au crédit, toi. Mais les riches le font. Mais clairement, pour moi, c'est pas pertinent de faire un projet cash aujourd'hui, jamais. C'est-à-dire, vaut mieux aller prendre l'argent de quelqu'un, le faire travailler, faire son projet, rembourser tranquillement dans le temps, et l'épargne qu'on a, la faire travailler pour faire cet effet d'intérêt composé. Et justement, c'est ce qui est magique pour moi avec le crédit. Tu es d'accord? Tu es d'accord avec ce qu'il dit? À 200%. À ouais. 200%, Avec ok. l'effet de levier en fait, du crédit, c'est qu'en fait, c'est pas notre argent qui permet de Exactement. financer, d'avoir des biens. Allez, il faut En leur réalité, dire en ça, fait, il faut le faire comprendre aux gens. En fait, C'est c'est l'argent de qui? c'est l'argent de la banque en réalité. Voilà, c'est ça. En fait, c'est l'argent de la banque qui finance pour nous. Et en fait, le locataire paie la traite pour nous. Exactement. Et en plus de ça, on a de l'argent à la fin du mois en plus. C'est l'argent de la banque. C'est l'argent. La banque, on est d'accord que c'est l'argent À aussi. collecter, Oui, notre Mais on argent. veut dire par là qu'en fait, en soi, quand on fait C'est pas de l'argent personnel, Voilà. c'est pas un apport. C'est pas nous qui sortons l'argent de notre poche en fait. Mais il y a un apport personnel qui est normalement requis.
Tout à fait. Oui. En Rassure-moi. général, c'est à quelle hauteur? À quelle hauteur? Mais ça va dépendre des banques. Hein. Souvent, c'est 10%. Après Covid, On entend c'était plus souvent, 20%. on entend souvent. Là, j'ai eu 30% il n'y a pas longtemps. 30. 30% de la valeur du bien, c'est Ouais, blague? j'ai trouvé ça. Oui, alors ça va dépendre. C'est-à-dire C'est que quelle banque? Tu peux citer? Hein? Couleur par contre, Eh bon, ben, Je vous dis en off. publicité. ça va Du dépendre. type de projet aussi. Effectivement, c'est-à-dire que si on est sur un investissement locatif, ce sera sans doute plus 20% que 10%. Lorsqu'on achète sa résidence principale, ben 10% suffiront. Maintenant, si on se lance sur un investissement saisonnier, ben on veut faire de la location touristique à Saint-François, des peu importe, ben, actuellement, les banques demandent bien plus que 30%. Donc, la politique de la banque aujourd'hui, c'est pas véritablement de prêter sur des projets à risque. Si. Ils vont plus facilement prêter sur un projet de résidence principale parce que vous voulez vous loger, que vous leur dites, bon, ben, j'ai une idée, je vais mettre en location un bien là. Voilà, donc là, ils vont vous demander plus d'apport. Et si par exemple vous avez, parce que souvent nous n'y ça en Guadeloupe, nous n'y t'es. Hein? Si peut-être n'a pas forcément apport. Non, ça Non, passe mais pas. je T'es là pas passé? Si. Je viens, je vais à la banque, je dis ben voilà, j'ai pas forcément de fonds, j'ai pas d'argent, mais on y t'est. Je pense qu'il faut. Enfin, Vas-y. je pense que moi, ce que je dis à mon client, c'est qu'avant d'aller à la banque, d'aller les mettre dans les poches, va avec un projet. Oui, mais j'ai le projet et j'ai pas d'argent, on y inquiétait là. Ah, Est-ce que t'as pas d'argent? Non, j'ai pas. Oui, en fait. En fait, je ne parle pas de moi. Mais je sais pas. Non, mais c'est-à-dire que. Est-ce que c'est un apport aussi? J'ai du patrimoine. Voilà, Nous, le on a du patrimoine. patrimoine, mais on n'a pas ni la situation, comment on dit ça, la situation. C'est ça, financière comment et- optimiser les chances d'obtention Mais après, du on en a crédit. parlé dans l'autre émission. Les géomètres disaient que parfois, il faut savoir vendre une partie Ah, du la partie. patrimoine pour obtenir des fonds qui vont aller rassurer. Enfin, bon, Tout à fait, tout à ils ont fait. un peu dit ça comme ça, quoi. En gros. C'est-à-dire que. Donc le foncier, c'est pas... Si, Démembré, je sais pas quoi. Avoir du terrain, avoir du foncier, c'est un avantage. Si on a tout, ça peut être un apport. Mhm. Encore faut-il bien présenter le projet à la banque. Donc ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir le terrain, il faut montrer à la banque en quoi c'est un apport et en quoi le projet tient la route en fait. Parce que si moi je suis au chômage, j'ai un terrain, la banque n'est pas trop intéressée. C'est toujours pareil, il faut que ça ait une cohérence. Et il faut pouvoir apporter des garanties à la banque. Et aujourd'hui, juste un terrain, c'est pas comme avant. C'est-à-dire qu'il faut aller un peu plus. Ce sera toujours mieux que quelqu'un qui n'a pas de terrain du tout. Ah, quand même, Mais je vous voilà, rassure. mais voilà, il faut venir Ça suffit préparer, pas. se faire accompagner peut-être par un expert comptable qui va peut-être bien rédiger le projet pour présenter à la banque, par exemple, pour multiplier les chances. La banque Donc, veut des ouais, choses ouais. chiffrées pour qu'elle puisse se projeter aussi, se dire ok, ben, je vais prêter à, je sais pas moi, Jérôme X parce que j'ai vu sur son projet que ce qu'il veut faire, ce qu'il veut mettre en place, il y a de la demande et ça va marcher. En fait, c'est un jeu de séduction en fait, la banque et vous allez voir la banque. Jeu de séduction, ouais, ça j'aime bien. C'est dur avec son projet. C'est ce qui permet... pas que. De quoi? Et pas que, parce qu'il faut, comme il a dit, il faut avoir, ils vont regarder tout ce qu'il y a autour, hein, les garanties. C'est ça justement, comment on Pas que le optimise les projet. chances d'obtention d'un crédit pour subvenir justement à l'apport sur un projet que l'on a. Comment on fait pour optimiser ses chances? Alors déjà, je dirais d'avoir une gestion saine au niveau de ses comptes. Hein, on Ne va en pas parler avoir de tout à l'heure. découvert, ne Régis. pas avoir d'ATD. À reprendre une gestion financière saine? Oui, voilà, oui, avoir une trésorerie, enfin, avoir une gestion de ses comptes, voilà, saine. Montrer qu'on n'est pas à découvert le 5 du mois, voilà, qu'on arrive à bien gérer ses comptes. Avoir déjà aussi un projet rentable, montrer aussi qu'on peut épargner. Parce que maintenant, les banques sont de plus en plus frileuses à faire des acquisitions sans apport. Donc, l'idée de montrer que chaque mois, on peut mettre, même si c'est un petit 50 euros, un petit 100 euros qu'on met chaque mois, montrer à la banque voilà, qu'on est un bon gestionnaire. Donc toi, tu dis, Jérôme, à partir de 50 euros, C'est un exemple. vous mettez à... Non, mais c'est déjà Oui, ça. bien sûr, carrément. Même si c'est 30 euros. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la banque va regarder un profil. Quelqu'un qui C'est gagne ça, le profil. 5 000 euros par mois, Mhm. mais si tous les mois ils sont à des fous couverts, ça ne l'intéresse pas les 5 000 euros. Oui, si je joue Il a pas tout le préféré- temps, il n'a pas d'argent à la fin du mois. Il a ça préféré intéresse quelqu'un pas. qui a 1 500 euros net ou 2 000 euros, Mais c'est ça, mais c'est qui arrive à possible, mettre on a compris. Tout 100 à euros fait. de côté tous les mois. Très bien. Donc, il y a une bonne gestion. Une bonne gestion. Une bonne Vous savez qu'il y a aussi gestion. un système de notation au niveau des banques d'ailleurs, par rapport à cela. Le système de... Notation. Si tu réponds, tu as des points. C'est en fonction de- Tu connais. Tu as bien dit ça, la blagueuse. Tout bêtement, quelqu'un qui va jouer chaque mois au casino, PMU, etc. Oh, ils vont La regarder banque tout n'aime ça, pas trop hein. ces profils-là, parce qu'elle dit, ouais, mais demain vous prêtez 100 000 euros, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Donc, Donc ça, ce sont des choses que
Parce qu'on a dit, on parle, voilà, ce sont des choses que les banques regardent. Regarde, absolument. Ok. On regarde qui est là en face, en fait. Ouais. Moi, ce que je dis à mes Il y a clients le qui ont profil. cette tendance, c'est que... D'avoir 2 comptes. Non, Oui, cash. non, Cash non. des son espèce. On est là pour, C'est pas la on est là pour donner les vous allez tips, au hein. casino, les gens. Non, non, J'ai en vu fait- Jérôme Vous allez au casino, ça vous c'est allez le bon ailleurs, plan. ne laissez pas la En fait, banque voir ça. voilà, tu peux avoir des clients qui ont une mauvaise gestion, comme disait Jérôme, de leur compte. En fait, ce que je dis aux clients, c'est que, ok, tu as un projet, ben écoute, on va se donner un objectif de 3 mois, on est clean. On fait attention, on met un petit peu d'argent de côté, parce qu'en fait, les banques vont demander les 3 derniers relevés précédents. Donc, si sur les 3 derniers relevés, Ça va. c'est propre, avec un peu d'épargne, voilà, pas trop de Ah, même folie. pas non, 3 mois. 3 mois de bonne gestion. Après, c'est sûr que s'il faut constituer l'apport, vaut mieux viser un horizon 6 mois, 1 an. Comme Régis disait, c'est un jeu de séduction. C'est pour faire une métaphore, si on va en rendez-vous, je sais pas moi, en rencard, et qu'on vient avec une tache sur la chemise, bon, ça fait pas bonne impression, mais c'est pareil. J'avoue, ça peut être mignon. Ça dépend comment on présente ça. Je suis désolée. Oui, c'est tout ça. La séduction, ce sont des choses Donc qui voilà, arrivent. il Oui, oui. faut être présentable en Faut fait. être C'est clean. ça. Voilà. Sur le chat, on nous dit, Gélo Art qui nous dit, on fait un coucou à toutes les personnes qui sont connectées, qui nous suivent. Merci infiniment pour votre présence. On va prendre quelques commentaires. Très bien. Alors, il y a Gélo Art qui nous dit, il faut présenter un business plan. Faut aller jusque-là. Presque. Presque? Ça Ou dépend. je pensais que c'était quasi... Non, mais business plan, Non? façon pas expert comptable. Merci. Oui, Quand même, synthétiser, parce que- c'est-à-dire que c'est encore une fois c'est pareil, c'est-à-dire que Mhm. même faire le business plan parfois ça passe si le projet est simple, facile à comprendre et il y a peu de risques. Mais même pour un projet simple, c'est toujours bien de montrer à la banque qu'on sait de quoi on parle, qu'on est structuré, qu'on a bien pensé les choses. Donc, J'aurais tendance à dire qu'un business plan c'est vraiment l'idéal pour avoir le truc vraiment tip top. Mais en fait, dans l'absolu, on n'est pas obligé de faire un business plan à proprement parler. On peut faire un petit dossier quand même bien présenté qui va montrer un petit peu le avant-après, par exemple. Dire voilà, ben là c'est un T3 actuellement, je vais le transformer de telle ou telle façon pour dégager une certaine rentabilité et avoir peut-être 2 locataires et que ça rembourse le prêt, la traite. Et mettre des chiffres. Et voilà, mettre les chiffres en face et montrer la plus-value, la valeur ajoutée en fait du projet. En fait. Et si on n'est pas à l'aise avec ça, Mais c'est ça, les là gars, où vous il dit. intervenez. Parce que C'est vous ce que j'allais parlez de dire. choses. Bon, chacun son domaine. Moi, je suis désolée, j'ai pas envie de gérer tout ça. Bien sûr. Donc Et c'est c'est ça, à, je c'est à ce pense, qu'il moment-là fait. où on peut venir vous voir et Voilà. vous dire écoutez, il faut que j'ai besoin d'investir et tout. Et vous nous accompagnez, comme vous avez dit depuis tout à l'heure, même à aller voir la banque avec un dossier en béton. C'est ça. Il y a même Régis qui te dit, avant ton projet, tu viens et il t'aide à assainir tes finances. Assainir les finances, préparer le projet, savoir sur quoi on part. Parce que c'est important en fait d'avoir toujours un coup d'avance. Si tu veux faire de l'immobilier, c'est bien. Mhm. Mais pour faire quoi? Parce que tu parles beaucoup toujours. anticipation, C'est-à-dire qu'il etc. faut déjà gérer l'impôt, si tu as des revenus fonciers, parce que tu es fortement fiscalisé. Ah, merci quand même d'en parler, Régis. Non, parce que j'allais y venir, moi, l'État qui Voilà. prend plein d'argent. Et en plus, bon, après, l'État prend plein d'argent, mais il peut y avoir aussi des Des moyens pour... subventions, non? Enfin, ça dépend des projets, mais je crois qu'il y a certains projets, notamment location saisonnière, où il peut y avoir des fonds qui sont... Crédit d'impôt. Donc ça, vous aussi, vous aiguillez les Parce qu'il y a des différents dispositifs d'aide à investisseurs. l'achat. Mais oui, Oui, voilà, c'est-à-dire que nous, en tant que conseiller immobilier, on va donner les grandes lignes. Maintenant, c'est pas notre, je dirais, c'est pas notre rôle véritablement, c'est plus un expert comptable qui va pouvoir accompagner, Mhm. et, ou bien, pourquoi pas, un gestionnaire de patrimoine. Mais nous, on va indiquer à l'acquéreur que ça existe et qu'il devrait justement s'y intéresser, mais on va pas forcément le conseiller au niveau financier. Du coup, ben, c'est là où oui, j'interviens. chacun son rôle, quoi. Tout à fait, c'est là que tu interviens. C'est-à-dire que si mon client, je dis au client, ben, écoute, peut-être partir sur du meublé. Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux pour maîtriser la fiscalité. En gros, ne pas payer d'impôts sur ce qu'on va gagner. Et l'accompagner dans cette démarche, créer son statut, faire appel à un expert comptable. Enfin voilà, après, rentrer dans les détails trop techniques. Mais voilà, j'interviens avant, pendant et après, jusqu'à la transmission. Jusqu'à la transmission. C'est important ce qu'ils disent, qu'en fait, je crois que chaque personne a une situation différente. C'est ça. Donc un même bien qui sera peut-être exploité d'une certaine façon, je sais pas, un vidéo meublé pour moi, ça sera peut-être intéressante. Mais pas pour... Et pas pour il faut mon bien voisin. connaître son profil, Peut-être pas pour son mon projet. voisin qui peut-être lui il a beaucoup d'impôts personnels, on va dire. Donc on va dire il y a des stratégies et des leviers pour justement optimiser de façon fiscale et autres.
Vous êtes des experts dans ce domaine, hein, optimiser, etc., etc. Alors, il y a des personnes sur le live qui... Là, c'est bon, là, les questions commencent à arriver. Hein, donc, on a même, une étude de cas. Je souhaite, Nadia, merci pour ta question, c'est très bien. Nadia qui nous dit, je souhaite acheter ma maison et investir dans le locatif ici. Donc, elle parle de la Guadeloupe, je pense. En sachant que je suis déjà propriétaire en Hexagone. La banque me propose 300 000 euros. Est-ce que c'est possible? Nadia se demande si avec 300 000 euros, elle peut donc investir dans le locatif en Guadeloupe. Qu'est-ce que vous répondez? Deux experts sur le plateau. Mon Dieu, il réfléchit beaucoup. Je dirais que Nadia a déjà une belle capacité avec 300 000 euros. Donc, elle peut faire énormément de choses. Et là, on peut laisser libre cours à son imagination avec 300 000 euros. Ça dépend quelles sont ses prétentions, où elle veut investir, puisque investir, comme on le disait tout à l'heure, à Pointe-à-Pitre ou à Saint-François ou même à DS, c'est pas du tout les mêmes rentabilités, c'est pas les mêmes coûts. Il y a des projets sur lesquels, pour 300 000 euros, il faudra peut-être investir beaucoup en travaux, ou d'autres secteurs où pour 300 000 euros, on aurait quelque chose d'abouti. Donc, sur le principe, oui, effectivement, 300 000 euros, ça reste une enveloppe plus intéressante. Intéressante. Oui, on parle de 300 000 euros quand même, excusez-moi. Hein, oui, mais comme je le dis, après, c'est quoi? Est-ce que c'est un investissement pour faire de la colocation? Parce que très rapidement, on a un T4 à Badifort, souvent on dépasse les 300 000 euros. Donc, tout dépend de quel type d'investissement. Mais oui, mais dans la globalité. Nadia, non. Nadia, tu peux venir en Guadeloupe avec tes 300 000 euros, on va trouver quelque chose. Oui. Parce que là, vous êtes en train de faire peur en disant oui, mais c'est pas bon. Non, mais Arnaud, c'est celui qui est. Voilà. Ah non, Arnaud, lui, là, il va tout de suite. Mais non, mais on va la rassurer quand même. Je vais vous donner un exemple. Il y a un client avec qui on a fait une visite sur un bien, c'est un investissement locatif, c'est 1 million. Mais c'est pas du tout le même produit. Donc oui, 300 000 euros, même j'ai envie de dire, Nadia, avec 150 000 euros, 100 000 euros, tu peux faire ton projet, il n'y a pas de souci. C'est déjà bien. Okay. Oui. Donc elle peut venir investir. Donc elle est déjà ici. Hein. Alors il y a Coraline, c'est bien ça qui nous demande, il est mieux d'investir via une SCI. On en parlait justement avec la babatteuse. SCI, vous en pensez quoi? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de formule magique en fait. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, en fait, chaque cas est différent. Ça dépend du pourquoi, du comment. Quels sont les avantages justement? Quels sont les profils peut-être qui peuvent plus se tourner vers une SCI? Quels sont les avantages, les inconvénients aussi d'une SCI? Alors, si on doit résumer rapidement, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques. En fait, quelqu'un qui commence dans l'immobilier, je dirais au début, c'est un de biens peut-être d'acheter en nom propre. Il faut disposer de sa trésorerie comme il veut, il n'y a pas histoire de comptable, etc. Il y a moins de gestion, moins de coûts, il n'y a pas de société à créer. Okay. Et même pour l'achat-revente, après, en termes d'imposition, on sera plus light. Si on passe en société par exemple en SCI, il y a un avantage en fait de tout ce qui est déjà optimisation fiscale, parce qu'on va passer des charges, des amortissements, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a aussi au côté un avantage pour tout ce qui est transmission de patrimoine. Donc on a des enfants, etc. On les met dans la SCI et demain ce sera plus facile en fait de transmettre les biens. Donc on va dire le côté société SCI, ça a pas mal à cet avantage. C'est l'une des solutions pour l'individu. Mais comme on dit, ça ne correspond pas forcément au projet de tout le monde. En fait. Donc on a beaucoup entendu parler des SCI comme si c'est la solution. À tous les problèmes. Non, mais il faut analyser au cas par cas. Donc, c'est du cas par cas. Je vais résumer en fait. Alors, SCI, c'est Société Civile Immobilière. Effectivement, ce statut est fait avant tout pour transmettre du patrimoine. Donc, on est en famille et on transmet aux frères ou aux fils ou aux enfants. Mais ce n'est pas non plus la formule miracle pour investir. C'est un plus, ça peut être un plus, tout dépend de qui on met. Parce que, encore une fois, si on est 5 chômeurs autour de la table et on fait une SCI, on n'aura pas de prêt en fait. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Attention, depuis tout à l'heure il a dit, ne soyez pas chômeurs, pour aller dans ça, il insiste dessus, mais ça va, si vous retrouvez après du travail. Non mais j'extrapole, c'est pour bien comprendre, c'est pas une solution miracle. C'est chômeur, non mais faut être cash, donc soyons cash. Alors, l'avantage quand même pour rebondir, pour conclure cette partie, après tu veux dire autre chose, avec la SCI ou une autre société, c'est qu'on est à plusieurs comme ça, on peut contourner en fait tout ce qui est taux d'endettement en fait. C'est-à-dire que quand on sera particulier, maintenant on est limité à 35% d'endettement et en achetant plusieurs sociétés, ce sera, si on n'est pas en l'IS, on pourra avoir plus de marge de manœuvre pour acheter. Et il y a d'autres études de cas là, il faut répondre. Oui, alors on a lancé le truc là.
Kevin Banayas, excusez-moi si j'ai... Ils en profitent, hein, les gens. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. La deuxième partie d'émission, ben, vous aurez l'opportunité de nous appeler. Mais entre-temps, nous allons faire un petit coucou du côté des connectés Facebook. Alors Kevin qui nous dit, je suis un jeune en CDI avec un bon revenu qui ne paie pas de loyer et en plus gérant d'une jeune société avec un PEL quand même bien rempli. Malgré tout, les banques ne souhaitent pas nous suivre, ne souhaitent nous suivre que sur de faibles montants et pas au-delà de 130K. Est-ce que c'est une réalité? Ça dépend déjà du projet. Ça dépend du projet? Du montant du projet, de ses revenus. De ses revenus aussi. Est-ce qu'il a son Je suis un jeune en CDI avec un bon revenu, on a dit un petit CDI à 1000, on n'a pas dit de... Non, mais là, il a parlé de 130 000 qu'on lui passe, en fait, c'est ça. Mais c'est en corrélation aussi avec ses revenus, mais également au taux. C'est vrai que malheureusement, avec les taux actuels qui sont quand même assez élevés par rapport à 2-3 ans, quelqu'un qui pouvait acheter à l'époque peut-être pour 200 000 euros, maintenant il a perdu peut-être 30 000 euros de pouvoir d'achat. Donc ça aussi, ça joue malheureusement. Je lui dirais aussi de continuer à toquer au port d'autres banques. Ne pas s'arrêter juste à sa banque ou juste à côté. Tu écoutes, Kevin? Mais de sonder vraiment toutes les banques. Parce qu'en fait, une banque en face, elle va vouloir que tu viennes chez elle. Donc, elle va peut-être te prêter un petit peu plus ou tu peux mettre en concurrence la banque. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à mettre en concurrence. C'est-à-dire que j'ai eu le cas où une cliente avait un projet à 300 000. Je lui dis, fais quand même 2 autres simulations ailleurs et reviens voir ta banque en disant à ta banque, on me prête avec un taux plus bas, est-ce que vous vous alignez? Enfin, il ne faut pas avoir peur de... Il ne faut pas avoir peur. Non. Et c'est vrai que bien souvent, en fait, nos clients, en tant que conseiller immobilier, ils sont souvent cantonnés à leur banque, en fait, parce qu'ils ont une relation de confiance depuis des années, depuis 20 ans, je suis là, donc en gros, je vais forcément passer par eux, mais c'est pas forcément votre banque qui va vous faire la meilleure proposition. Exactement. Donc, comme je disais, il ne faut pas hésiter à aller soit aller voir un courtier qui va faire le travail, ou sinon aller voir, voilà, c'est ça. Les banques parfois ont l'impression que c'est comme nos médecins, les traitants. C'est ça. Tu es là de faire... Exactement. Ah, faut le dire, ça c'est très bien. C'est ça. Alors Kevin qui dit 2300 net, il précise, il a 2300 net. Il a des crédits, un crédit auto? Ok, je sais pas si Kevin... Je sais pas si Kevin voudra nous dire, pas ça si Kevin dit nous s'habiter. Vous présenter. Ce que Régis pointe du doigt, c'est effectivement, encore une fois, j'extrapole, je peux avoir 6 000 euros de revenus, mais si j'ai 3 000 euros de crédit en face, c'est pas la même capacité d'emprunt. Donc, je crois qu'il a mentionné comme qu'il n'a pas de crédit, je crois. Oui, c'est ça qu'il a dit, qu'il il n'a pas de crédit. Il ne paye pas le loyer et les gérants d'une société. Bon, il n'a pas dit qu'il n'a pas de crédit, il a juste dit qu'il a un PEL. Un PRL. Il faudra qu'il voit un courtier. Pour le cas échéant, s'il veut augmenter sa capacité, c'est de s'associer avec quelqu'un. S'il est vraiment plafonné dans différentes banques, je ne sais pas le même montant ou pas très loin de 130, l'idée c'est de s'associer avec quelqu'un pour aller chercher plus loin, plus de crédit. Tu dis ça, genre s'associer avec quelqu'un, comment on fait ça? On s'associe avec quelqu'un? Mais justement, arrêtons de penser que c'est pas possible. Mais je pense qu'on est vraiment conditionné, c'est-à-dire qu'on n'a pas la culture de l'investissement, on n'a pas la culture de se mettre ensemble. Mais est-ce qu'en Guadeloupe, il y a des clubs d'investissement? Voilà, est-ce qu'il y a un réseau? Aujourd'hui, je suis intéressé, un tel est intéressé. Est-ce qu'il y a un réseau? C'est un réseau souterrain? Il y a beaucoup de réseaux informels. Mais encore une fois, il ne faut pas chercher des choses compliquées. Peut-être après l'émission, on te dit Queen V, regarde, il y a une opportunité là, on achète cet appartement à 2, à 3. C'est totalement envisageable. Il faut vraiment déconstruire ces pensées limitantes que l'on a, de vouloir peut-être tout faire tout seul, de voir des barrières partout. Est-ce qu'on peut aller à Trinidad ensemble faire le carnaval? On peut acheter ensemble. Le carnaval, il y a un problème avec ça. Il y a une expérience. Non, mais j'aime bien sa façon de nous conscientiser là. J'aime beaucoup. Mais ce qui est important de retenir, c'est que justement, dans l'immobilier, souvent, je parlais tout à l'heure d'achat en nom propre. On pourra acheter une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être avec la même banque ou des banques différentes. Mais au bout d'un certain moment, on aura un plafond de verre. Parce qu'en fait, si nos revenus n'augmentent pas plus que ça, après, on sera limité avec le taux d'endettement. D'où l'idée, d'une fois qu'on a le plafond de verre, de s'associer, de faire des sociétés, des SCI ou autres, pour justement continuer à pouvoir investir et acheter peut-être même plus gros, en fait. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. J'aimerais revenir sur le cas du jeune. On parle beaucoup de l'immobilier classique. Par exemple, je peux dire à ce jeune, si la banque te prête que 130, mais il existe d'autres façons de faire de l'immobilier, des SCPI où ça peut être aussi rentable. Des SCPI. Voilà, c'est l'immobilier locatif professionnel. Et en fait, si toutefois tu n'arrives pas à avoir plus et tu n'as pas envie de t'associer, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie. Tout à fait. Mais il existe d'autres moyens. Tu n'as juste pas la contrainte de gestion, tu n'as pas à gérer de l'humain, ni de travaux. Et tu as tes dividendes, tes loyers qui tombent sans avoir à gérer quoi que ce soit. Alors ce sera moins rentable que l'immobilier physique,
mais ça reste quand même de l'immobilier. Ça reste une solution. Ce qu'on appelle l'immobilier papier. ça. Exactement, une diversification. Intéressant. Donc d'où l'intérêt de venir vous voir parce que du coup nous on n'a pas non mais c'est vrai qu'on n'a pas toute cette vision là quand on pense immobilier mais des fois on pense seulement du coup bien on peut habiter ou qu'on peut louer et qu'on n'a pas tout le panel. J'avais un rendez-vous aujourd'hui, la cliente qui est infirmière me dit j'ai pas envie de gérer quoi que ce soit. Elle me dit j'ai de l'argent, j'ai une capacité d'emprunt mais j'ai pas envie de faire de l'immobilier classique parce que ça m'intéresse pas et c'est ok. C'est là où il faut déconstruire aussi, de dire ok, tu veux pas faire d'immobilier classique, c'est ok. Regardons ce que tu peux faire pour préparer ta retraite, avoir des compléments de revenus. J'avoue qu'il y a beaucoup de champs des possibles. Hein. D'ailleurs, dernièrement, j'ai vu quelqu'un sur Internet qui racontait son histoire et lui, il a en fait en Hexagone investi dans les box. Ouais, j'ai vu ça. Il en a plein. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'il a réussi à avoir une aisance financière et tout. Je sais pas si on a ce système de box en Guadeloupe. Non, on n'a pas c'est ça. pas... Non, Pas développé. non, pas Il y a beaucoup développé. justement d'entrepreneurs là-bas qui ont fait fortune, entre guillemets. Ouais, avec parce qu'ils sont partis en fait, que j'ai des vu. box ou des places C'est de ça que parking. j'ai En vu. fait. Exactement. Place de C'est un bon parking, business, ouais. Tout à fait. Ouais, c'est un bon C'est business, pas ça va. développé ici parce qu'on a une spécificité par rapport à notre territoire ou Mais effectivement, c'est juste des opportunités qu'on n'a pas encore saisies. On a un tonton, une tante qui a un terrain, on va mettre des choses chez elle, ou enfin, sur le terrain, on peut occuper dans un conteneur. Alors, les box, c'est souvent dans les mégalopoles, c'est-à-dire qu'on n'aura pas véritablement d'espace à Paris pour mettre... Tout à fait. Donc, Tout à fait. Mais justement, quelqu'un peut venir vous voir pour dire que, par exemple, vous puissiez lui donner des opportunités au lieu d'agir des biens aussi à l'étranger. On ne peut pas investir seulement en Guadeloupe parce que, voilà, on est sur une île et qu'on vient de la Guadeloupe, donc on investit seulement en Guadeloupe. En tout cas, on peut... C'est l'idée, hein. Des fois autre que la Guadeloupe. C'est-à-dire si mon client a déjà du patrimoine ici, je dis c'est bien, viens on va faire un petit peu en France, viens on va faire un petit peu en Europe. Et comme ça, en fait, mon client se retrouve avec un patrimoine diversifié et puis après il le gère comme il veut. Alors, chacun effectivement a une politique différente. C'est toujours bien de diversifier. Pour autant, pour notre part, on aime bien investir sur un territoire qu'on connaît ou qu'on maîtrise. Et c'est vrai que la Guadeloupe a beaucoup d'opportunités. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire d'aller ailleurs. Surtout qu'on a des très bonnes rentabilités en Guadeloupe. Ça ne tombe pas du ciel. Il n'y a pas des opportunités tous les jours. Il faut chercher, il faut fouiner, il faut être en recherche permanente. Mais il y a véritablement des trésors, des pépites en Guadeloupe. Donc j'estime qu'on peut se cantonner pour le moment à la Guadeloupe. Il y a encore beaucoup à faire. Ouais. Oui, il y a de quoi faire, c'est cela. Après, c'est vrai qu'il y a aussi toute une gestion derrière. Donc c'est vrai que nous, on aime bien quand même avoir un certain regard en fait, sur nos biens, même si qu'on les gère en direct ou qu'on délègue, avoir quand même cette vision à tous les niveaux en fait, sur les biens. Une autre question de Johnny Timalo qui demande, y a-t-il des aides gouvernementales pour ceux qui se lancent dans la location touristique? Oui, alors on en parlait tout à l'heure, il y a le crédit d'impôt, alors j'ai plus le nom exact, mais c'est une forme de défiscalisation où le porteur de projet peut avoir une forme de subvention, mais en fait c'est l'impôt qui va véritablement rentrer en compte. En ligne de compte. Encore une fois, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, ça existe. C'est la Girardin. C'est la Girardin industrielle, effectivement. Et c'est-à-dire que la personne fait un projet et on lui donne une subvention pour son projet. J'ai déjà eu le cas, oui. Ah, tu as déjà eu... Ouais, j'ai déjà eu le cas où j'ai aidé un client à optimiser ses impôts, parce qu'il payait beaucoup trop d'impôts. Donc on est passé par justement le dispositif Girardin industriel. Et le partenaire, Interinvest, nous donne un récap de ses investissements et j'ai pu voir que il a investi dans ce complexe hôtelier à Margaillard. Donc il y a une entreprise qui a pu bénéficier justement de cette aide pour ses investissements. Oui, qui peut monter jusqu'à 35% du montant du projet. Donc encore une fois, il y a beaucoup de choses qui existent et ce qui fait la différence avec ceux qui viennent de l'extérieur, c'est que souvent ils sont mieux informés que nous. Mais comment c'est possible ça? Je pense que... C'est quoi, ça vient de la formation. Quand je dis formation initiale, ça veut dire des petits, peut-être des cours, c'est ça? Peut-être que ça développe.
Parce qu'ils sont bien structurés. Ils sont bien structurés en fait. Tout Je simplement. pense qu'on a un petit côté un peu en mode débrouillard, c'est nous-mêmes, nous qui fait les gens nouveaux et bon comme ça, Voilà. et qui fait qu'en fait, on va même pas des fois chercher est-ce qu'il y a des aides ou pas, parce que c'est pas forcément dans notre habitude en fait. On se dit bon, mais tant que j'ai pas telle somme, je vais pas me lancer dans tel ou tel business en fait. Alors que certaines personnes en fait vont chercher à savoir qu'est-ce qui est possible, et en fait ils vont aller chercher des aides au niveau de la région, au niveau du département. Vous frappez partout. À frapper un peu partout, que ce soit le FEDER ou etc. Et au final, il y a des projets, ça leur revient peut-être à 30% d'investissement au final, après tout ce qu'ils ont récolté. Et nous, peut-être, si on n'a pas les infos, on ira payer 100% parce qu'on n'a pas forcément les bons tuyaux, quoi. Et c'est ça qui fait la différence, d'où le fait de se former, de chercher aussi l'information, quoi. Parce qu'elle ne va pas forcément venir à nous. Il y a beaucoup de choses qu'on veut pas, que certaines personnes ne voudront pas qui arrivent à nous, en fait. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de failles, beaucoup de niches. Tu as dit qu'il y a beaucoup de... Ouais, ça... Un Ouais, blocus. Non, mais c'est On ne clair. peut pas avancer, quoi. Non, mais c'est clair. Donc, Non, après, encore une fois, bon, je vais tempérer, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une époque où on pouvait dire oui, ils veulent pas qu'on avance, il y a des informations qui sont. Et toi, tu pas n'aimes pas ce divulguées. discours. Ben, j'estime qu'on est en 2024, on a tous Faites accès à proactif. Internet. Ouais. On a accès à Internet, donc Internet, c'est pas pour regarder que YouTube. Et il faut véritablement aller à la recherche de l'information. C'est vrai. Les clips YouTube, parce que sur il y a aussi des super informations. Non, mais- Non, mais là, Arnaud, il s'est réveillé, nous. Là, Arnaud est venu avec une Le mission ce carnaval, soir. à un moment, il y a C'est assez, de et chambouler YouTube, nos Pas esprits. que les clips. il y a Tout à pas de fait. TikTok. Ouais, ouais. TikTok, mais à fait. on sélectionne nos contenus. C'est ce que j'ai voulu dire. Voilà. En fait, c'est-à-dire que Non, mais l'information. on rigole, mais elle est présente. le message passe. Elle n'est pas payante, elle est vraiment indisponible. Maintenant, comment on passe notre temps sur Internet, sur les 24 heures dont on dispose? C'est vraiment ça. Donc, il y a beaucoup de formations gratuites aussi. Beaucoup. Est-ce que les formations gratuites, elles ont une plus-value? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce que parfois, c'est ce qui peut-être qui fait peur à certaines personnes, de se dire que oh, c'est gratuit, je vais pas y aller, est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce que je vais vraiment récupérer des informations pertinentes? Bah, je pense qu'il y a de tout et n'importe quoi. Effectivement, Sur Internet, bien il sûr. faut réussir à filtrer. Voilà. Mais si on regarde peut-être 6 vidéos d'une même thématique de différents formateurs, on va finir par avoir une sorte d'élixir Ok. de la connaissance. Donc je pense qu'il ne faut pas se limiter à un ou deux formateurs, mais véritablement, le cerveau, il est illimité. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité sur une certaine capacité qu'on peut engranger. Donc on peut regarder toute la journée des informations véritablement nécessaires à notre connaissance, quoi. Et si je peux faire le parallèle avec les formations payantes, parce que bon, il y a certains qui peuvent, en fonction des moyens en fait, de la bourse de chacun, c'est vrai qu'il ne faut pas voir ça en fait comme une dépense, il faut voir ça comme un investissement. Vous se dire Tout qu'en à fait, fait. je vais peut-être payer une formation 500 euros, mais vous se dire que si 500 euros que je vais investir dans la formation, ça me peut-être permettre d'économiser 10 000, 100 000 euros, peut-être par rapport aux erreurs que je n'aurais pas commises grâce aux informations qui seront clés en fait, dans la formation. C'est comme ça qu'il faut le voir en fait. Et vous vous êtes fait former, on répondra à cette question avant de faire une courte page de publicité. Vous vous êtes formé par quel moyen? Vous étiez autodidacte, les formations en ligne, ou est-ce que vous êtes passé par des écoles un peu comme celle-ci? J'ai vu qu'ils proposent d'ailleurs des formations liées à l'immobilier, etc. Oui, l'école de commerce en Guadeloupe. Pour le vous saviez côté ça? conseiller immobilier, on s'est fait former en Guadeloupe. Après, pour le côté investisseur, il y a une partie autodidacte, bien sûr, au début. Mais après, comme on l'a dit en début d'émission, on a acheté beaucoup de formations. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui encore, on n'arrête pas de se former, en fait. Donc, on ne peut pas Donc rester ça, sur c'est nos important, acquis. ça. D'autant plus qu'en fait, c'est un monde qui bouge beaucoup, qui évolue tout le temps. Donc, en fait, on ne peut pas rester sur nos acquis en disant « Ah, c'est bon, on maîtrise ». Non, en fait, ça bouge tout le temps. Donc, il faut tout le temps aller chercher l'information et pour être au top, en fait. C'est un petit peu ça l'idée, en fait. Et vous avez vos personnalités inspirantes que vous suivez, des investisseurs qui vous... Est-ce qu'il faut un mindset? C'est ça ce qu'elle d'y demande. aller aussi, Intéressant, ou qui ça. vous donnent des infos, vous avez des... Il faut un mindset, il faut, Ouais, c'est ça. faut nourrir ça aussi. Oui, effectivement, on suit différentes personnes sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est pas suffisant. Je veux dire, il y a les réseaux sociaux, il y a les livres aussi. La semaine dernière, j'ai acheté un livre sur la fiscalité. Pourtant, j'ai quand même des bases et des notions. Mais je pense que l'idée, c'est véritablement d'être le plus sachant que possible. Très bien. Vous êtes toujours avec nous, messieurs? Mais il y a d'autres questions, il faut aller. Oui, ah oui. On ne va pas hésiter, mais en tout cas, c'est l'heure de la pub.
C'est l'heure de la pub, vous restez avec nous. On apprécie en tout cas vos échanges. Merci à toutes les personnes qui sont connectées. On se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite. We are back, la famille Canal 10. Nous sommes de retour avec nos invités présents sur le plateau. Nous avons avec nous ce soir Monsieur Régis Travailleur, qui est conseiller en investissement, conseiller immobilier aussi, hein? En fait, tout concerne investissement. Agent immobilier. Et gestionnaire de patrimoine. Voilà, donc fin d'émission, tu vas laisser tes coordonnées, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent justement avoir vos coordonnées. Mais en tout cas, merci d'être avec nous. Nous avons également les Twins de Limo. Nous avons les deux frères, on peut dire ça, les deux frères. Ils ne sont pas vraiment jumeaux, mais ce sont deux frères. Avec nous, Jérôme et Arnaud. Merci d'être avec nous. Tout le plaisir pour nous. Et vous également, hein, depuis tout à l'heure là, vous nous régalez avec les conseils, avec les tips, avec vos expériences. Merci infiniment d'être avec nous. La blablateuse, c'est parti pour notre rubrique, n'est-ce pas? On part où ce soir? Aux États-Unis. On part aux États-Unis. On va en Géorgie. C'est parti avec la rubrique de la blablateuse Coudzier. En Géorgie, il y a ce beau projet commun, on en parlait tout à l'heure, hein, d'investir ensemble. Et c'est là où je vais aller ce soir avec le projet Freedom Georgia Initiative. Donc, il faut savoir que la Géorgie est au sud en fait, des États-Unis. Et c'est un projet où en fait, l'espoir et la détermination s'entremêlent pour un avenir meilleur. Alors, au cœur de l'histoire qui a commencé pendant le Covid, il y a eu pas mal de projets qui ont émergé pendant le Covid. Hein, les gens cherchaient à voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. On a 19 familles noires qui ont uni leurs forces pour acheter 41 hectares de terrain. D'un terrain aride, en plus, d'un terrain que personne ne voulait. Ah ouais. Voilà, on voit un peu les images, là. Bref. Et qui ont eu une vision de durabilité écologique et de solidarité, surtout communautaire. Donc, il faut dire que c'est à l'initiative de 3 femmes qui ont été visionnaires, donc Ashley, Laura et Renée, qui ont décidé de créer, en fait, une nouvelle ville, hein, presque, hein. De réunir d'abord leur famille, elles en ont parlé à leur famille, ça s'est fait tout bêtement, réunion Zoom pendant le Covid. On s'est dit, bon, on a du temps, il y en a qui faisaient des apéros, je sais pas quoi, elles ont dit non, on va réunir la famille, on va parler en Zoom de comment on peut investir. Projet business. Voilà, projet business. Donc, nouvelle vie et nouvelle vision. Donc, en fait, pour elles, justement, ces 3 femmes, Freedom, c'est plus qu'une résidence, en fait. C'est vraiment un sanctuaire carrément de guérison mentale. Loin des tensions raciales en fait qu'il y a là-bas, parce que il faut dire ce qui est, la population noire vit certaines tensions là-bas, et c'est vrai que se retrouver ensemble, créer sur un même projet, créer un cocon en fait où les personnes noires peuvent s'épanouir en communauté. Donc c'est sur cela qu'on est avec Freedom, tout simplement. Et comment ça se concrétise? C'est que chaque famille participante reçoit, enfin pas reçoit, mais on va dire, elles vont acquérir 1 hectare. Chaque famille qui arrive. Donc, il y a moyen tout simplement de postuler hein, sur le site internet. C'est ouvert à tous? Mais bien entendu, si tu vas aller là-bas, tu peux... Enfin non, je dis ça là, mais tu sais déjà que pour aller là-bas, il faudra passer par plusieurs phases, notamment la nationalité, tout ça, et puis même gérer les trucs. Mais c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde qui souhaite. D'accord. Donc, 1 hectare... Participation et plus la participation aux charges, hein, bien sûr, parce que quand on intègre le projet, on doit participer parce que le terrain, il n'y avait rien. Ils sont arrivés avec tente, avec tout ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu, comme disait Régis, d'avoir l'argent pour faire plein de trucs. Non, il faut les voir. Ils ont vécu dans des tentes, ils ont fait avec les moyens du bord, ils ont attendu petit à petit, ils se sont regroupés, ils ont été chercher des mécènes, ils ont été chercher plein de choses pour arriver à leur projet. Et moi, je trouve ça génial. C'est là où on voit comment la communauté peut être une force. Et faut pas... Enfin bon, bref, je continue parce que sinon, je vais commencer à rentrer dans l'émotion. Donc, alors, les routes à construire, l'eau et l'électricité à mettre, il n'y avait rien, je répète, il n'y avait rien sur le terrain. Et tout un défi logistique, donc, et créer aussi le montage financier qui soit bien, qui aille bien à tout le monde et tout. Donc, depuis, le projet a continué à se développer parce qu'ils ont réussi à acquérir des hectares supplémentaires. On en a déjà hein, en 3 ans, du coup, 3-4 ans, des hectares supplémentaires et les constructions qui ne cessent du coup, de s'enchaîner. Donc, à travers cette initiative, ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est que ces acteurs ont montré qu'on peut offrir parfois à des familles
qui n'auraient pas pu le faire seuls. Du coup, une expérience partagée qui permet, en gros, de pouvoir gagner un espèce de sentiment un peu de pouvoir et de construction commune, en fait. C'est là où c'est super important. Parfois, on n'y pense pas. En se regroupant, on peut faire de grandes choses. Et ce qui est bien plus valorisant que de simplement gérer ses biens de son côté et tout ça. Là, on a la vision communautaire qui apporte en plus une force et qui nous permet de monter vraiment en puissance. Donc, j'espère que ce projet vous a plu. Si vous voulez des renseignements, il y a le site internet Freedom Georgia Initiative. Ils ont aussi les réseaux sociaux. Vous pouvez les suivre et peut-être vous inspirer. Et pourquoi pas, en Guadeloupe, j'aurais bien aimé voir un projet comme ça où des familles achètent un terrain et puis construisent ensemble. Ce serait bien, oui. Moi, je pense que ça se fait déjà. Vous en pensez quoi de ce type de projet? Moi, j'aime bien arriver sur ce type de projet. Là, toute bite là, vous comprenez? Ah, toi, tu veux être oui. déjà. Tu veux moi, pas j'arrive, c'est déjà... Ah, non, trop facile. J'ai de l'eau, le truc est déjà bien. Voilà, une génération mais déjà maintenant, ça t'aurait installée. plu. Maintenant, il y a déjà quelques routes et tout. Oui, moi, je suis plutôt comme ça. Messieurs? Il y a différents types d'investissements et d'investisseurs. Il y a des gens, effectivement, qui sont prêts à faire une prise de risque plus grande. Et par définition, un investissement, il y a un risque. Si c'était de la garantie, je pense que tout le monde serait investisseur. Donc oui, il y a une part de risque. Après, il faut se connaître, savoir quel pourcentage de risque on est prêt à prendre, en fait. Il faut bien se connaître son profil. Et surtout, au-delà de ça, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Parce que comme tu as j'ai parlé dit, beaucoup de vision. Au-delà, on n'est pas que sur on veut avoir notre maison, en fait. Là, on est sur la communauté noire. On va se rassembler pour pouvoir créer notre ville, pour être des gens en sécurité, avoir ce sentiment-là, être dans un épanouissement communautaire, etc. Donc, on est bien plus, on est au-delà, en fait, de l'investissement immobilier. Donc, si on est aussi dans cette dynamique-là, là, ça peut être bénéfique. Moi, je pense qu'il n'y a que de cette façon que de tels projets puissent finalement être pérennes. Il faut avoir cette vision commune, il faut aller au-delà de simples intérêts personnels. Et financiers, oui. Je suis taquin, mais j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'anciens qui arrivent à se mettre ensemble pour coter sur des bouteilles de champagne. Allez, là, on pense sur les bouteilles de champagne. Non, en fait, au-delà de l'immobilier, il y a la communauté haïtienne, si on parle de communauté noire, qui investit beaucoup en Guadeloupe, dans des commerces par exemple. Ils arrivent à se mettre ensemble. Donc tu parlais de tontine. C'est un mode d'investissement. C'est très, très intéressant, c'est vrai. Voilà. Vrai. Mais on commence par la bouteille de champagne. Chez nous, mais c'est vrai, on n'y pense pas. Chez nous, on n'a pas beaucoup d'investissements communs. C'est ça qui nous fait défaut, malheureusement. C'est une très belle initiative, c'est quelque chose dont pour moi il faudrait s'inspirer. Je pense qu'en fait, c'est à nous un peu, les nouvelles générations, de bousculer un petit peu les codes, ce que les anciens n'ont pas forcément fait. Se dire qu'on peut changer les choses, il n'est pas trop tard. Si chacun amène un petit peu sa pierre à l'édifice, l'idée c'est qu'on se met ensemble, toi tu mets tant, ainsi de suite. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut voir les choses en termes on parle de vision, de mindset. Et bien souvent, on se dit, comme moi, j'ai pas de gros moyens, donc je pourrais jamais faire telle chose ou telle chose. En fait, je prends un exemple tout bête. Les différents petits investisseurs que nous sommes à notre échelle, si on se met tous les investisseurs déjà ensemble, par exemple, on peut demain monter un grand centre commercial, par exemple. Là où on peut se dire, ah non, mais c'est une élite, des gens qui ont des millions. Mais en fait, si on lui met un 10 000, lui met un 10 000, ainsi de suite, moi je prends un exemple de gros centre commercial. Mais dans l'idée, même à plus petite échelle, en fait. Chacun met un petit montant et ainsi de suite. Pourquoi tu dis ça de gros? Mais pourquoi pas? Non, je veux dire, non, voilà, on se limite, en fait. Je veux dire par là qu'en fait, on est un peu. On a une sorte d'a priori et bien souvent on est dans une certaine zone de confort, mais en fait tout est possible. Et justement, c'est l'exemple phare qui montre que c'est possible en fait, avec une vision. Et sans se mettre ensemble, c'est-à-dire que toujours sur le côté cohésion et faire ensemble, on peut se mettre ensemble pour acheter, mais on peut très bien partir sur un studio, par exemple aux Abîmes, à 60 000 euros. La banque demande quoi? Elle demandera 10%, donc elle devra avoir 6 000 euros d'apport. D'accord? Peut-être qu'on ne les a pas. Peut-être que quelqu'un peut nous prêter 6 000 euros et on rembourse en 10 fois 600 euros, ça fait 6 000 euros. Et on devient propriétaire d'un petit studio, mais on commence. On n'y pense pas à ça. Donc il y a des solutions. En fait. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Et toi, Régis, un projet comme celui-là? Moi, je trouve ça fantastique. Et il parlait d'un grand centre commercial, moi je pense à un parc d'attractions. On se met tous ensemble, on réserve un nez, on peut faire pas mal de choses en vrai. En fait, l'idée c'est si on se met ensemble, si on est solidaire, on peut faire de grandes choses. Malheureusement, c'est quelque chose sur lequel on doit encore travailler pour être solidaire et ne pas penser forcément à ça. Comment je pourrais dire ça?
son intérêt personnel. Ouais, son intérêt personnel. La solidarité, on l'a en Exactement. soi, hein, parce qu'on le voit dans les situations difficiles. Tout Hein. à fait. Demain, on a un cyclone là qui nous ravage, je peux te garantir que Guadeloupe est encore solidaire. Hein. Ça, c'est aucun problème. Mais bizarrement, quand il s'agit le côté business, le côté business, on a du mal manque. à avoir cette solidarité qui se crée de manière En même temps, ce soir, on a un panel de jeunes qui montrent que la nouvelle génération voit les choses différemment. Alors, prête pour les autres questions, messieurs? Tout à fait. Allez. Alors, nous avons une question de En conscience. Peut-on être exempté d'impôts en achetant une maison à rénover plutôt que d'en construire une? Messieurs? L'avantage de l'ancien, justement, avec des travaux, c'est qu'on peut en fait passer les travaux en charge. Donc, ça va créer ce qu'on appelle du déficit foncier. Et donc, du coup, réduire l'impôt à zéro. Donc, ça permettra justement de ne pas payer d'impôt. Donc, c'est un avantage d'acheter de l'ancien avec beaucoup de travaux. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, sûrement. La dernière phrase, oui, c'est ce que j'ai retenu. L'avantage d'acheter de l'ancien et de faire du travail. Vous êtes d'accord, monsieur, sur la table? Oui, absolument. Il n'y a pas de débat? Il y a un dispositif qui s'appelle LMNP qui justement permet de créer un déficit foncier si on fait des travaux. Mais là encore, il faut un minimum de connaissances. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent des biens, ils font des travaux, ils ne savent pas qu'ils peuvent écraser de l'impôt. Donc ils paient plein pot de l'impôt alors qu'ils auraient pu ne pas en payer. Oh là là. Il faut toujours s'entourer en fait. Mais par contre, je crois que pour les travaux, faire attention, c'est pas tout qui est pris en compte. Oui, c'est pas tous les mais travaux, bon. bien sûr. En tout cas, les gros travaux. Parce que... C'est pas tous les travaux. Mais voilà. Encore une fois, il faut s'y connaître, hein, C'est cela. clairement. D'autres questions? Alors, pensez-vous que l'achat de terrain pour de la construction puisse être plus rentable selon vos expériences? Est-ce plus suivi par les banques, nous demande Lionel. De façon générale, je sais que les banques sont assez frileuses pour les achats de terrain. Déjà, ils vont pas trop aimer l'achat de terrain nu. Bon, s'il y a une construction derrière, ils sont peut-être plus enclins à passer de l'argent. Mais là, il a parlé de rentabilité, c'est ça? Pensez-vous que l'achat de terrain, il dit bien pour de la construction, donc il y a sûrement un projet derrière, puisse être plus rentable selon vos expériences? Et est-ce plus suivi par les banques? Est-ce que les banques sont plus... Selon moi, les banques sont plus frileuses en fait, sur de la construction que si on achète un bien déjà existant. Parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Voilà, c'est ça. Et en plus, il faut savoir que maintenant, avec la hausse des coûts des matériaux, la rentabilité n'est pas toujours au rendez-vous. Là où un projet a peut-être 2 ans été rentable, maintenant, le même devis n'est peut-être plus valable, quoi. Donc, c'est vrai que ça aussi, il faut faire attention à tout cela. C'est vrai que moi, je serais plus partisan d'acheter de l'ancien et de rénover et avoir une certaine rentabilité plus ou moins fiable que de partir sur une construction pour avoir une certaine rentabilité. Après, ça dépend du projet, mais en tout cas, les banques, de façon générale, sont plus frileuses sur les projets de construction pour du locatif. L'essence principale, il n'y a pas de problème. Après, si la question est de vaut mieux acheter une maison ou bien un appartement pour faire de la rentabilité, un appartement sera forcément plus rentable de façon générale qu'une maison, parce qu'en fait, la maison, il y a le bâti, mais il y a aussi le terrain. Donc, il faut pouvoir l'amortir, le terrain, sur plusieurs années. Alors qu'un appartement n'a pas de terrain. Donc, voilà. Dans la balance, l'appartement est plus rentable. Très bien. En conscience, qui nous demande, paie-t-on moins d'impôts en achetant une maison à rénover qu'en construisant une? Bon, c'est un peu... oui, ça répond à la question. Tout à fait. Et là, on vous demande de parler plus fort, hein, messieurs, parce qu'on ne vous entend pas trop apparemment. Ok, pas de souci. C'est ce qui a été dit en commentaire sous le live. On vous entend à peine. Mais si vous avez besoin qu'on répète quelque chose, n'hésitez pas à demander. Si vous n'avez pas entendu ce qui a été dit tout à l'heure, on pourra revenir dessus rapidement. Ah oui, c'est Steph qui dit ça. Parlez plus fort, messieurs, on vous entend à peine. Ils sont en train de chuchoter, ils ne veulent pas que tout le monde ait les tips. Je ne pense pas que ce soit dans ce débat. Non, on le partage, nous, on n'est pas comme ça. Pas du tout. Alors justement, aujourd'hui, vous êtes dans la transmission aussi. Est-ce que c'est important pour vous? Parce que vous avez pu dire, bon voilà, j'ai des connaissances, je sais comment faire, etc. Pourquoi cette envie de transmettre? Parce que je trouve ça important d'informer, en tout cas pour mon cas, mon client, sur ce qu'il est en train de faire, pour pas lui faire un investissement sans connaissance, ou même quand il va se présenter à la banque, il faut que mon client ait un minimum de bagages. Et même pour sa connaissance personnelle, c'est bien de maîtriser ce qu'il fait, ne pas faire aveuglement. Et puis pour moi, je dois transmettre. Ça sert à rien de garder de l'info pour soi,
Parce qu'au final, ça restera toujours aux mêmes élites. Hein. Cette connaissance, l'information ne redescendra jamais. Donc, il vaut mieux diffuser de l'info voilà, au plus grand nombre. En fait, nous, notre mission, mon frère et moi, c'est véritablement de faire en sorte qu'il y ait plusieurs milliers de Guadeloupéens qui investissent, qui soient propriétaires. Donc ça passe par justement la diffusion de l'information, de la connaissance. C'est un peu de l'engagement, hein, là aussi, c'est un projet engagé. Oui, bien vision entendu. engagée. Absolument, absolument. En fait, chacun à son niveau. Il y en a qui sont dans la politique, d'autres dans le business et l'économie. Et je pense que nous n'avons pas cette culture déjà des affaires en Guadeloupe. Ça. Mais souvent, c'est par méconnaissance. Donc ça ne nous coûte rien de divulguer. On ne sera pas... moins fortuné si on dit tout ce qu'on connaît. Ça n'a pas changé notre vie. Donc l'idée, c'est d'en faire profiter pour que tout le monde puisse grandir ensemble, quoi. On l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément l'information qui arrive à lui. Donc l'idée pour nous, c'est de démocratiser, de vulgariser certains termes et certaines choses qui pour nous sont simples, mais qui pour monsieur tout le monde, en fait, est vraiment quelque chose d'inaccessible. Complexe. Donc l'idée, moi, c'est que chacun puisse avoir les mêmes informations pour pouvoir entreprendre comme nous. On l'a déjà dit, on n'a pas cette culture d'entreprendre, cette culture d'investir. Et nous, l'idée, c'est que tout le monde puisse investir et entreprendre, en fait. Même si, comme on dit encore une fois, même si pas forcément la voix de tout le monde, de chacun, c'est pas peut-être destiné à tout un chacun, mais en tout cas ceux qui le souhaitent puissent bénéficier des informations que peut-être nous on n'a pas eues il y a quelques années et ne pas recommettre encore une fois les mêmes erreurs. Parce que vous avez fait des erreurs en débutant? Ah oui, carrément. Pour moi, c'est comme dans tout. Hein. Quand on se lance dans un nouveau projet ou une nouvelle activité, on ne maîtrise pas, on fait des erreurs. Quelle a été vos plus grosses, enfin, on va dire les plus grosses erreurs, mais en tout cas celles qui aujourd'hui, vous en avez tiré en tout cas des leçons? Alors moi je veux parler d'erreurs, bon, c'est plus peut-être au tout début où peut-être j'ai peut-être pas forcément bien estimé les travaux. Donc là où, même si je savais qu'il y en avait beaucoup, mais peut-être sous-estimé. Voilà, sous-estimé parce qu'en les fait travaux. au début quand on commence, on n'a pas forcément l'expérience, c'est normal. Donc là on va se dire peut-être qu'il y a peut-être tant de travaux, même si on est peut-être conscient qu'il y a toujours une petite marge de manœuvre à avoir, mais en fait maintenant Parfois il y a des écarts qui sont, avec le recul, on sait que dans la rénovation il faut toujours laisser une certaine marge parce qu'en fait, souvent, plus on creuse et plus on se rend compte qu'il y a des vices cachés ou qu'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément budgétisées ou calculées. Et sinon, on se dit, finalement, maintenant, je vais toujours laisser tant de pourcentage à peu près pour me dire voilà, que moi, je n'ai pas de mauvaise surprise en fait. Donc, maintenant, toi, tu es rodé sur ça. Et toi, Arnaud? Moi, c'était mon premier investissement où justement. Il y a une dizaine d'années, j'ai acheté un bien où la taxe foncière était beaucoup trop élevée. D'ailleurs, je ne la connaissais pas véritablement. Je n'avais pas porté attention à ça parce que pour moi, ce n'était pas un facteur déterminant. Et pour autant, elle a continué d'augmenter. Et du coup, la rentabilité a lourdement été affectée. Donc, là encore, c'était de la méconnaissance. C'était la méconnaissance. Et par rapport à son exemple, d'où l'importance de se faire accompagner. Parce qu'en fait, bien souvent, on se dit sur le papier, ok, c'est une superbe affaire, ok, coup de fusil, ok, je me lance. Mais si on ne regarde pas en fait tout ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire les frais annexes, la taxe foncière, les charges de copro aussi, c'est peut-être dans un immeuble, dans une résidence, est-ce qu'il y a des travaux à venir dans la résidence qu'on ne connaît pas. Et qui vont impacter. Voilà, qui vont impacter en fait la rentabilité. Souvent qu'on se dit, ok, j'achète beaucoup moins cher que le prix du marché, mais en réalité, après qu'on est là-dedans, et on commence à sortir les différentes charges et que là on nous dit mais il y aura vraiment de façade à faire, il y a la toiture à changer, etc. qu'on n'a pas regardé les PV d'AG, on se fait avoir. Là où c'était soi-disant rentable, au final on est dedans. Et toi Régis? Alors j'avoue j'en ai fait pas mal, déjà de ne pas négocier. Parce que voilà, premier achat, coup de cœur, je me sentais... première erreur, et après c'est aussi, on n'a peut-être pas parlé de ça, mais c'est cette notion de participation. C'est-à-dire que par moment on fait un projet immo locatif, mais des fois le projet n'est pas forcément rentable dans le sens où le loyer ne rembourse pas le crédit. Donc il y a cette notion, il faut faire un effort de trésor que je ne connaissais pas à l'époque. Donc la participation, combien ça me coûte tous les mois mon projet. Et c'est là où après on ajoute les frais, les charges, et on se dit oh là là, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait en fait. Mais voilà, par manque de connaissances, j'avais fait un projet pas du tout rentable. Ça m'a servi de leçon. C'est bien de pouvoir parler de ces erreurs, d'apprendre des leçons, parce que souvent les gens qui pensent qu'elles ont commencé comme ça, pequeña erreur, tout de suite ça va être rentable, tout de suite, on a la preuve sur le plateau que non, il faut de l'expérience, il faut grandir aussi de ses erreurs, il faut se former. Il faut se former, effectivement, et encore une fois, même si on est
sur une île où il y a beaucoup de chômage, ou des emplois précaires, il y a des milliers de Guadeloupéens qui pourraient investir, mais qui ne le savent pas, qui ont cette capacité parce qu'ils ont un CDI, ils ont un emploi correct, hein, peut-être 1 500 € net, avec pas de crédit en face. Ils peuvent investir peut-être sur un petit projet. Encore une fois, l'idée, c'est pas de partir sur des choses qui ne seront pas forcément gérées, voilà. Mais des petits studios à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes, au Lamentin, où le prix au mètre carré est pas cher, même en Bertrand, c'est tout à fait envisageable. Donc il y a plusieurs milliers de Guadeloupéens qui actuellement sont en capacité d'acheter mais ne le savent pas. Donc c'est le moment justement de passer à l'action. Donc là, il faut donner vos coordonnées. Mettre en sur la bablateuse. Parce que Jordan qui nous demande nous sont-ils joignables. Oui, dis-nous. Pour revenir sur son exemple, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont peut-être payer, je sais pas moi, 800 € de loyer, et peut-être en rajouter un tout petit peu plus, ils peuvent être propriétaires. Donc en fait, parfois, l'un ou l'autre, il faut bien étudier sa situation. Il y a des opportunités à saisir en fait. Très bien, très bien. Mais si on arrive déjà à la fin de l'émission, ça fait déjà 1h15. Il y en a qui attendent, là, ils ont déjà leur téléphone, ils attendent que vous puissiez vous donner vos contacts. Alors ben justement, ce sera l'occasion de faire un tour de table. Dernier mot de la fin, et puis notamment vos contacts, si vous avez des projets à venir, vos contacts, là nous pouvons joindre nous autres, voilà, peut-être un conseil aussi pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer, qui hésitent, qui ont peur, voilà. Alors, ça sera en continuité avec ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce levier qui est possible de l'endettement. Il faut juste l'utiliser à bon escient, en fonction de son projet. Et peu importe la situation, déconstruire ce schéma, qu'on n'est pas obligé d'avoir une très grande situation financière pour faire de l'immobilier. Et donc après, comme il disait, formez-vous, faites-vous accompagner soit d'un conseiller, quelqu'un comme moi qui va en amont vous aider à préparer le projet. Et après, peut-être vous allez voir les Twins pour faire le projet. Mais je reviens après pour vous aider sur la fiscalité. Et comment me joindre 06 91 24 22 54. Oui, pour aller sur... Reprends, Régis. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 91 24 22 54. Ok, c'est bon. Voilà. Et les Twins? Mon frère. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que véritablement tout le monde pourrait être en mesure d'investir à partir du moment où on prépare le projet. Donc, il faut se constituer une épargne. Ne pas hésiter, si on a un profil qui est un peu déficient parce qu'on n'est pas en position de force par rapport à la banque, de se mettre ensemble, encore une fois, avec quelqu'un de confiance, quelqu'un de la famille, ça peut être même aussi un collègue, pourquoi pas. Mais à se mettre ensemble, à aller voir son conseiller, lui demander une simulation bancaire, être déjà dans une recherche, même passive, de regarder potentiellement qu'est-ce que vous pouvez acquérir, formez-vous et passez à l'action en étant bien accompagné. Et encore une fois, ne vous limitez pas qu'à une seule banque. Si vous voyez que vous n'êtes pas satisfait de votre proposition bancaire, n'hésitez pas à aller voir un courtier ou frapper à 2-3 banques pour voir un petit peu ce qu'on peut vous proposer et mettre les banques en concurrence. Et jusqu'à maintenant, on donne des conseils gratuitement, donc n'hésitez pas. Ah oui, il a précisé jusqu'à maintenant. Hein. Ça qui bâtonne. Ça qui bâtonne. Voilà. Mais laissez vos coordonnées, messieurs. Les Twins de l'immobilier, les Renettes. Laissez vos coordonnées. Alors, essentiellement par WhatsApp, sur portable 92 40 41. Donc 0690 92 40 41. Et sinon, sur les réseaux sociaux, les Twins de l'Imo, Instagram et Facebook. Et WhatsApp de préférence, ça? Oui, après ça va dépendre. Si je suis disponible, je ne suis pas sur la route, oui, je vais répondre, il n'y a pas de problème. D'accord. Dimitri qui nous dit sujet qui sort de l'ordinaire. Ah bon? Eh bien, vous voyez, comme quoi. Hein? Mais ça fait plaisir. Tout à fait. Non, mais en tout cas, c'était très intéressant. Franchement, messieurs, vous avez réussi à parler de manière très claire, je trouve. Je sais pas ce que les téléspectateurs ont ressenti, mais moi, j'ai tout compris ce soir. J'ai vraiment eu une vision qui soit honnête, notamment avec Cardo qui a donné l'exemple concret. Mais voilà, donc on a traité d'un sujet sérieux qui est l'investissement immobilier, mais tout en restant nous-mêmes. Et entre nous, on a pu arriver à transmettre de beaux messages. C'était très bien. Ça donne envie aussi, puisque vous avez cette façon d'aborder les choses, de
vulgariser un petit peu cette information, ce domaine qu'on pourrait penser, comme on l'a dit au début, très élitiste, très fermé, peut-être même trop complexe. Et là, vous donnez envie de s'y intéresser en premier lieu et de sauter le pas en second lieu avec les bons conseils d'Arnaud. Et surtout, vous allez donner plusieurs solutions à différents profils, à différentes situations. C'est ce que j'ai bien aimé. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents sur le plateau avec nous ce soir. Vous revenez quand vous voulez? Avec plaisir. Alors, il y a Steph qui nous demande est-ce qu'ils sont jumeaux. Non, c'est un coup de pub marketing. J'ai cassé le secret. En tout cas, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci aux fidèles. Bienvenue aux nouveaux. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. C'est le dernier mardi du mois. La blabla-thèse. Oui, donc c'est paroles libres. Voilà, dernier mardi à moi, là, j'en connais, c'est paroles libres. Alors, c'est pas hésiter. S'ils ont eu des thématiques, s'ils ont eu des projets, s'ils ont eu des événements aussi, ils ont envie, viennent parler de ça. Eh bien, portons-nous grand ouvert, plateau là à disposition à autres. Paroles libres, c'est à partir de 20h30, 1h15. Vous êtes invités à venir sur le plateau, mais également, pas oublier aussi, ni le public. Chaque thématique qu'elle nous a fait ce plateau-là, vous avez la possibilité de venir directement participer avec nous, poser vos questions aux intervenants. Alors, n'hésitez surtout pas. On vous souhaite une excellente soirée et puis on fait des bisous et puis on se voit la semaine prochaine. À mardi prochain. À mardi.